l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le Synthé Night Club revient après une semaine d'absence. Et je commence donc cette émission en vous remerciant pour vos nombreux messages, pour nous demander pourquoi on n'était pas là après le match contre Lorient. Et là je vais parler à titre personnel, mais on reste avant tout des supporters, des passionnés, et honnêtement il n'y avait pas la force pour débriefer un 6-2, en tout cas pour ma part, contre Lorient. Si vous avez vu le match, vous vous doutez bien que le débrief aurait été uniquement sur le ton de la dépression et de la colère, et on n'avait pas envie de ça. On revient donc une semaine après pour parler d'une victoire, une victoire importante qui ne doit pas occulter les mésaventures du passé, mais qui va quand même nous permettre d'avoir plus de choses à raconter avant le rendez-vous capital contre Bordeaux, mercredi prochain. Avec nous donc ce soir, Eric qui nous expliquera pourquoi Bakayoko a autant de crampes et comment Paul Bernardoni nous a permis d'avoir cette victoire qui est Eric Rack. Eric Rack. Ouais, j'ai tenté un truc. Bonsoir Eric. Je suis ni psychologue ni kiné, donc Merde. je vais essayer de répondre d'une autre manière, mais ouais. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tu vas pas pouvoir nous résoudre le mystère des crampes de Bakayoko ? Non, malheureusement, non. Terrible. Avec nous également ce soir Pierrot qui, à l'instar du personnage de Commedia dell'arte, nous régalera de son bon sens et ne portera pour seul masque que celui de la victoire. Bonsoir Pierrot. Salut, belle introduction Keun, c'est bien travaillé tout ça. Merci, on a taffé. Bah là, ça motive en même temps d'avoir une victoire. Et puis, en plus de Eric et Pierre, on est avec vous aussi ce soir. Vous pouvez nous parler de votre frustration à propos de Franck Honora, par exemple, ou de votre relation mi-pitié, mi-reconnaissance avec Gabriel Silva. Et la personne qui s'occupera de vous faire remonter dans l'émission, c'est Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Keun, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de revenir au chat. J'ai essayé de remplir les grandes chaussures de Karl qui fait ce boulot à merveille. Tout à fait, il est en train de réviser, on pense à lui, c'est bientôt ses examens. On va pas perdre plus de temps et on va aller tout de suite dans le débrief. Active Synthé Night Club. Le débrief. Alors pour commencer, avant de commencer le débrief de ce match, j'aimerais vite fait quand même, avant qu'on parle de ce qui s'est passé cet après-midi, parce que on avait des Verts qui jouaient cet après-midi. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce qui s'est passé, Eric ? Ouais, cet après-midi, il y avait le tournoi international de Montaigu, qui regroupe des joueurs U16 d'à peu près, de plein de pays, de plein de genres différents. Enfin, pour vous dire... par exemple, en 2013, il y avait Le Mans contre Moscou et ce week-end, la SSE a pu affronter la sélection vendéenne, par exemple. Donc Ok. c'est un tournoi international de U16, donc des joueurs qui ont moins de 16 ans, euh, qui n'avaient pas été gagnés par la SSE depuis 2009, avec une victoire 2-1 contre Rennes, et qu'on a gagné du coup là cette année. Prestigieusement au tir au but contre Marseille, 8-7, si je dis pas de bêtises, Ah, une après séance de avoir penalty éliminé qui Bordeaux. a duré dans la longueur. Ouais, c'est ça. Après avoir éliminé Bordeaux en demi-finale, pareil au penalty. Ok, et avec Umbo Sivier, alors peut-être que j'écorche un peu son nom, désolé, qui a été très bon pendant cette séance de tir au but, ce que j'ai cru comprendre. Oui, oui, oui. Il est assez, il est capable de faire ça. Il l'avait déjà fait en demi, je crois, contre Bordeaux, donc c'est sa spécialité. Ok, bon, très bien. Voilà, on voulait juste dire un petit mot pour ce tournoi de Montaigu, féliciter nos U16 et tout le staff qui s'occupe de la formation de la SSE. Évidemment, à l'instar de ce qui s'était passé avec la Gambardella en 2019, on va pas s'enflammer sur tous ces joueurs vont devenir des Lionel Messi en puissance, mais voilà, ça permettait quand même de les féliciter un petit coup. On commence donc le débrief de ce match et je vais vous poser une question, messieurs, et je vous la pose aussi dans le chat. Qu'est-ce que vous retenez principalement de ce match ? En une idée, quelque chose qui vous a marqué pendant ce match sur cette victoire contre Brest 2-1. On va commencer avec toi, Pierre. Moi, ce que je retiendrai, c'est les 3 points qui sont capitaux. Évidemment. Voilà, pour faire court et également le fait d'avoir retrouvé une défense.
C'est sûr qu'après la claque de Lorient, quand tu prends 6 buts, c'est pas facile de Ouais. commencer un match après, de prendre un but au bout de 8 minutes. Donc pour moi, ce que je retiendrai également, c'est le fait d'avoir retrouvé une défense, on va dire, assez cohérente. Ok. On reviendra sur les individualités, on parlera de la place de Bakayoko dans le 11 de départ et aussi finalement de celle de Kolo. Eric, toi de ton côté, qu'est-ce que tu retiens en priorité? La détermination, mais ça c'est quelque chose qui est assez fluctuant, c'est-à-dire qu'on est capable d'être très déterminé à un match et de plus trop l'être le match d'après. Là ce qui est sûr c'est que ce soit en défense, enfin on l'a vu, Gabriel Silva qui à la fin du match qui célébrait ses tacles ou quoi, euh, les joueurs étaient plus agressifs dans les duels et ça change la donne. Surtout face à une équipe comme Brest. Et enfin, notamment les latéraux, bon, Sadatube, c'était un peu compliqué, mais en termes de détermination, il était quand même à fond. Et il le fallait parce qu'on sait qu'ils ont des ailiers et des latéraux très très rapides, donc c'était nécessaire. Ok, très bien. Vous remarquerez en haut du chat, Kevin vous a mis à disposition un petit sondage sur ce match. Qu'est-ce qui ressort de ce match justement dans le chat? Eh bien, écoute, David Levert nous dit chose retenue, l'abnégation. Les Verts n'ont rien lâché et ont su renverser la vapeur. Nico Saint-Paul qui me dit les 3 points et l'importance de Camara au milieu de terrain, n'en déplaise à certains. Et enfin, Pascal qui nous dit je retiens l'arrêt de Bernardoni car avec un seul point, on serait à la portée de Bordeaux demain soir. Ok, ok. Eh ben écoute, ça fait une passe décisive. On va aller directement parler des individualités. Tu évoquais Bernardoni. Bernardoni que je sais pas vous, mais que on aime d'amour malgré ses quelques petites faiblesses par moment. Bernardoni qui a été décisif en fin de match. Euh, Est-ce que pour vous c'est peut-être la priorité pour l'année prochaine, c'est garder Paul Bernardoni à la SSE, si maintien il y a, bien sûr. Ouais, moi je pense que c'est nécessaire, d'une part parce que Green, on n'est pas sûr qu'il sera encore là l'année prochaine. Ouais. Il y a même une question à se poser avec Bajic parce que du coup il a été libéré. Ce qui fait que enfin, même si Green retrouvait sa place de titulaire, on ne sait pas ce qu'il en sera de son niveau, est-ce qu'il aura progressé, est-ce qu'il sera prêt ou pas. Bernardoni est encore très jeune, il a déclaré son amour pour le club. Il a déjà énormément d'expérience en Ligue 1 et en Ligue 2, enfin d'une manière générale dans le monde pro. De plus, il est capable de nous faire quelques petites frayeurs, mais ça, je le mettrais plutôt du côté du manque de confiance parce que son début de saison à Angers a été très complexe. Ouais. Euh, il arrive dans une équipe de Saint-Étienne qui est au bord de l'agonie. Donc pour gagner confiance en lui, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais ce qu'on sait, c'est que les années précédentes, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Nîmes, que ce soit à Troyes, euh, il a, il a été capable de montrer un niveau assez impressionnant pour un gardien aussi jeune. On Et rappelle, il je fête son pense qu'il anniversaire aujourd'hui, hein, c'est 25 ans, bon anniversaire à lui. C'est ça. Et du coup, je pense qu'il peut encore énormément progresser, gommer ses lacunes qu'il n'avait pas spécialement avant et qui sont arrivées ouais, par manque de confiance. Et je pense que ce serait une très très bonne pioche pour Saint-Étienne. T'es d'accord, Pierre, sur est-ce que pour toi, si on fait un premier bilan là depuis son arrivée et son premier match contre Angers, est-ce que pour toi le bilan il est plus positif ou plus négatif? Bien sûr, le bilan il est plus positif que négatif parce que effectivement Green manque d'expérience. Là, on est dans une opération maintien, donc il nous faut un gardien qui est entre guillemets un peu de bouteille. Et on l'a bien vu. Bon, c'est sûr que pour moi, il est fautif sur le premier but. C'est pas le seul, mais il est fautif. Mais l'arrêt qui sera à la 95e, c'est ce qu'on lui demande et il le fait très bien. Et son expérience, sur le coup, on va dire, nous rapporte 2 points. Donc, globalement, satisfait de Bernardoni, même si sur quelques matchs, notamment à Paris, voilà, il est passé un petit peu au travers. Mais pour moi, ça reste une des meilleures recrues du mercato d'hiver.
Que ce soit au niveau du sportif ou même dans l'état d'esprit, c'est vrai que, enfin, à titre Bien personnel, j'ai sûr. l'impression qu'il fait beaucoup de bien. Le Progrès a sorti un article aujourd'hui justement pour savoir si son impact était plutôt positif ou négatif. Et ils disent qu'il a été décisif contre Angers, contre Clermont, on s'en souvient avec ce gros œuf sur le front qu'il porte pendant tout le match. Contre Ah oui. Brest là. Il a fait des clean sheets à Metz, Lille et Angers, et ce qu'il lui reproche, c'est le match à Strasbourg, effectivement, et le match à Paris. Justement, tu disais, Pierre, que sur le but, il était fautif. C'est une question que je voulais aborder avec vous, c'est sur le but de Saint-Étienne, sur le but contre Saint-Étienne dans les premières minutes, qui, selon vous, est le plus fautif? Est-ce que c'est la couverture défensive? Est-ce que c'est le milieu de terrain qui perd la balle à un endroit où il fallait pas? Est-ce que c'est Bernardoni qui va pas assez vite au sol? À Pour qui la moi, faute sur ce but? pour moi, c'est un tiers, un tiers, un tiers, on va dire. Je crois que c'est. Alors, Eric peut-être me contredira, mais je crois que c'est Nadé au début qui est fautif sur l'action. Ouais, Après, c'est sûr qu'Honora, ça va très vite. Il récupère la balle. Silva est laxiste sur le marquage. Donc, deuxième fautif, Silva. Et dernier fautif, Bernardoni. Donc, la frappe est certes puissante, mais elle est plein cadre, elle est plein axe. Donc, pour moi, c'est vraiment une somme d'erreurs individuelles. Donc, de Nadé, Silva et Bernardoni qui occasionnent un but. Donc, pour moi, trois coupables, si on peut parler comme ça, à peu près au même niveau, les trois. Eric, t'es d'accord avec cette analyse? Ou est-ce que pour toi la faute est moins partagée que ça? Ouais, non, enfin, moi j'ai toujours du mal à désigner ceux qui perdent la balle comme des coupables. Là, en l'occurrence, bon, ouais, c'est vrai que la perte de balle est très dangereuse. Mais des pertes de balle dans un match, il y en a beaucoup. Après, enfin, pour le coup, le marquage de Silva, qui se fait totalement balader par Honora, hein, il est en train de danser. C'est un peu clownesque et ouais, la faute d'arrêt de Bernardoni qui esquive le ballon. Pendant son arrêt, c'est pareil. Pour moi, c'est du 50-50 entre Silva et Bernardoni parce que si Honora avait mis une grosse frappe en pleine lucarne, Bernardoni n'y aurait pas pu grand-chose Ouais. et là, j'aurais peut-être partagé entre Nadé et Silva. Mais là, pour le coup, au vu de ce qui s'est passé, et puis le crochet d'Honora, il est quand même visible. Enfin, pendant Ouais. l'action, je me suis quand même. Il est Enfin, très bien on sait réalisé, très bien qu'il le fait. c'est ça, il est Ouais, très non, bien mais réalisé, mais il peut se prévoir, on va dire. oui, bah en Juste fait, il nous l'a fait plusieurs fois dans le match et on sait bien qu'il fait ça. Donc, ouais, ce serait 50-50 entre Silva et Bernardoni. Alors justement, qu'est-ce qu'ils en pensent le chat? Qui est selon eux le plus fautif sur l'action, pardon, et surtout du coup et aussi l'avis sur Bernardoni. Qu'est-ce qu'ils retiennent? Est-ce que le chat est satisfait de son si on fait un premier bilan là au 18 avril? Et que le chat est un peu toujours tiraillé sur le cas Bernardoni. Pour ce qui est du fautif, on a vu un peu de tout. On a vu du Mangala fautif pour Ezor, et du Nadé fautif pour le cartographe. Voilà, après pour ce qui est de Bernardoni, pour Pascal, Bernardoni ne me paraît pas forcément meilleur que Green. Patrice, lui, a l'air plutôt convaincu puisqu'il nous dit qu'il faut garder Bernardoni en confiance. Ce sera un très bon gardien. Green, ça reste une interrogation. Bernardoni en Ligue 2, oui. Nabsanté. Et sinon, ceux qui sont plus sceptiques, on a Dils qui nous dit oui, s'il y a vente de Green. Bernardoni, non merci, mec sympa, mais gardien moyen pour fausse patte. Et Bernardoni, il faut pas non plus oublier qu'il est responsable sur le premier but, pour faire un rebond sur ta question de tout à l'heure, pour Magic Power 42. Effectivement, il fait partie des responsables. Je ne sais pas si c'est lui le plus responsable, mais il fait partie des responsables. On a évoqué plusieurs fois le nom de Gabriel Silva. J'aimerais que vous me donniez un petit peu votre appréciation sur le match de Gabriel Silva. Et je me permets en introduction de dire que bah, moi, je l'ai trouvé touchant. Gabriel Silva. Pourquoi je dis ça? Parce que au-delà du niveau qu'il a affiché et où j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt correct malgré cette action de but, bah, il a été baladé à gauche, à droite, il revient alors que, bon, il fait que revenir de toute façon, à chaque fois qu'il est là c'est qu'il revient, mais il s'est donné à fond à la fin du match
quand il célèbre ses tacles, où tu le vois qu'il a la charrette, qu'il arrive pas, enfin, qu'il est cuit de chez cuit, mais qui continue de se donner à fond. Voilà, moi j'ai eu l'impression de voir un footballeur pas très bon, mais pourtant qui mouillait le maillot, quoi, littéralement. Ouais, il m'a touché. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ouais, t'as tout dit, exactement. Il fait avec les moyens qu'il a en sa C'est ça. possession, son envie, on va dire. C'est terrible, hein. Après, faut pas oublier que Silva, avant sa grave blessure au talon d'Achille, pour moi, c'était vraiment un bon latéral gauche, hein. Dans l'équipe de Gasset, il faisait pas tâche, hein, au milieu des Cabella, des Perrin, des Subotic, des Debuchy. Et voilà, c'est vraiment sa blessure qui l'a freiné. En plus de ça, maintenant, il a souvent des blessures musculaires. Mais quand il joue, les rares fois où il joue, on peut compter sur lui. Alors certes, c'est pas un grand latéral, mais il se donne et hormis la faute qu'on a pointée sur le but, il a fait son match. Surtout il a commencé à gauche. Quand Trauco est rentré, il a fini à droite. Il a tenu ses 90 minutes. Donc on va dire que c'est bien. Après, le faire enchaîner à Bordeaux dans 2 jours, je pense que par contre, ce sera un peu trop lui demander. C'est un Ouais. peu ses limites. Vu l'état dans lequel il a fini, c'est peut-être un peu chaud. Et Eric, t'es d'accord et tu pourras nous parler vite fait aussi de son apport offensif? Ouais, ouais, ouais. Silva, c'est un combattant. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a recruté, parce que c'est dans l'esprit du club d'avoir des joueurs comme ça, euh, ouais, des vrais joueurs combatifs qui ont la rage de vaincre. Après, là en l'occurrence, pour une mission maintien, on a besoin de joueurs comme ça. On a besoin de joueurs qui se galvanisent seuls et qui savent galvaniser les autres. Et j'espère que de voir un joueur aussi déterminé, alors qu'il joue peu, il pourrait totalement se désintéresser de la situation du club, mais non, il est quand même très déterminé. Euh, J'espère que ça va motiver les autres. Après, c'est un joueur qui a toujours été très moyen. Enfin, il est capable du meilleur comme du pire, que ce soit défensivement, offensivement. Euh, mais il a toujours cette envie. Donc on peut pas lui reprocher grand-chose, surtout quand il fait des matchs très corrects comme ce week-end. Après voilà, le problème il est toujours physique. Ouais. On a beaucoup de joueurs qu'on voit très peu parce qu'ils sont souvent blessés. Et donc on peut pas forcément compter sur eux sur le long terme. Gabriel Silva, ça fait partie de ces joueurs-là dont on est content quand on les voit parce que, enfin, à part en début de saison, en début d'année, quand Dupraz est arrivé, il a fait quelques matchs catastrophiques. Mais là, il est en train de remonter un petit peu la pente et c'est tant mieux pour nous et c'est tant mieux pour lui. Qu'est-ce qu'ils en Et pensent? Eric, Ouais, pardon. Eric, j'ai une petite question, Eric. Avant qu'il se blesse gravement, c'était à Dijon, je crois. Tu le trouvais moyen, Silva? Je le trouvais correct tout au plus. J'ai vu Ah ouais, Joss aussi dans le Parce chat qui que disait pareil, qu'il le trouvait moyen même avant blessure. ok. ouais, alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que à cette époque-là, il était dans un contexte où l'équipe tournait très bien. Et donc, C'est c'est vrai. plus facile de se mettre en valeur. Euh, Moi, je l'ai jamais trouvé exceptionnel. Il faisait pas tâche pour autant dans l'équipe. Mais de là à dire que c'était un bon joueur, je sais pas. Ok. Qu'est- Qu'est-ce qu'en pense le chat de la prestation de Gabriel Silva hier? Mais écoute, Avant-hier. on va faire très rapide parce que le chat est plutôt d'accord avec vous. Ce qui ressort le plus, c'est qu'au moins il ne se cache pas, il a tout donné et il ne triche pas, comme le dit Joss. Et Razor qui nous dit enfin, on va retrouver sûrement notre colo national contre Bordeaux. Donc voilà. En tout cas, le chat a l'air à 50% en tout cas des votants convaincus. Et pour les 50% restants, ils veulent le revoir pour 40% et seulement 10% qui ne veulent pas le revoir. Eh ben, tu me fais encore une fois une passe décisive, décidément un vrai numéro Voilà. 10, Quelle 10 synergie. Kevin. T'as évoqué le cas Colo qui sera potentiellement
de retour contre Bordeaux. Et moi, j'avais envie de vous poser cette question. Alors là, on débriefe une victoire où il ne participait pas. Vous en pensez quoi quelle gueule pourrait avoir sa fin de saison? Parce que d'un côté, Pascal Duprat, quand il a évoqué sa situation, il a dit qu'il avait besoin de souffler psychologiquement. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à le revoir d'ici la fin de saison? Ou est-ce qu'il restera à cirer le banc pour les 6 matchs qui nous restent? Alors, je me permets, moi je pense qu'il faut voir une distinction entre les matchs à domicile, où je pense que ça va être très compliqué de le revoir, parce que c'est vrai qu'il y a une très grosse majorité des supporters qui n'en peuvent plus de Colo. Donc je pense que c'est pas un cadeau à lui faire de le remettre à Ouais. Geoffroy Guichard, donc il reste 2 matchs en même temps. Euh, Par contre, oui, peut-être qu'il sera utilisé à l'extérieur. Ça se jouera de toute façon. On a trois mecs pour un poste. Donc Silva, Colo et Trauco. Donc peut-être qu'on le reverra à l'extérieur. Mais je pense qu'à domicile, ça serait trop. Ça serait pas bien pour lui et également pour l'équipe. Ok, très bien. On va parler d'un dernier joueur au niveau de la défense. J'aimerais bien qu'on parle du match de Bakayoko, parce que mine de rien, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu. Ça reste un jeune joueur. J'aimerais avoir votre avis sur sa prestation et sur sa suite de saison. Est-ce que vous pensez qu'on le reverra plus souvent, notre ami Bakayoko? Et évidemment, dans le chat, vous nous donnez votre avis sur ce joueur. Eric, on t'écoute. Ouais, bah là, ce qui a changé la donne, c'est que Falaï Sako s'est blessé. Et Falaï Sako, c'était le joueur qui, en défense centrale, nous apportait beaucoup de vitesse, de vivacité. Et on n'a pas d'autres profils, hormis Bakayoko, qui pourrait remplacer Sako. Après, il est très jeune, donc il va encore, enfin, il va falloir qu'il apprenne, il va encore être capable de nous faire des bonnes et des mauvaises surprises. Et en plus de ça, et on peut le voir dans son placement pendant les matchs, il a un peu de mal à gérer le fait que ce soit une défense à 3 avec des fois le piston qui est un peu trop haut, et Ouais. du coup lui qui est obligé de prendre le poste de latéral droit, et on l'a vu sur plusieurs situations, des centres ou des trucs comme ça, où il était en retard ou mal placé parce que voilà, c'est une tactique qu'il faut un peu ingurgiter. Mais après, c'est un joueur qui est quand même très prometteur. Enfin voilà, le Saint-Étienne lui avait fait signer son contrat pro alors qu'il s'était blessé gravement la saison dernière. Euh, il triche pas non plus. Il a une bonne marge de progression et ouais, c'est un profil dont on a besoin en défense parce qu'on peut pas se permettre d'avoir Nadé, Mangala et Mukudi ou enfin 3 joueurs qui sont costauds mais peut-être un peu lents et du coup qui nous risqueraient beaucoup de choses sur les passes en profondeur. Bah, Donc ouais, ça peut être sympa de le revoir. la lenteur de la défense, c'est vrai que depuis quelques semaines là, on le voit très 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 gros. T'es d'accord, Pierre, avec cette analyse? Ouais, 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 bien sûr. Bakayoko, on l'a vu 3 matchs. Pour moi, sur les 3 matchs, donc c'était Lens, c'était le derby et c'était Brest. Donc il a fait son taf, hein, Il vraiment. était pas, il avait pas débuté à Marseille, si je dis pas de bêtises. Non, je crois pas. Je crois qu'il avait débuté à domicile contre Lens, Ok, my bad, my bad. après à Lyon. Et ce match-là, peut-être qu'Eric confirmera. Je crois que c'était ces 3 matchs. Je suis en train de chercher, je vous redis ça dans 30 secondes. Ok. Ça Donc moi, fact-check en live, c'est bien, c'est bien, c'est bien. pour répondre à ta question, Ken, moi je trouve qu'il amène effectivement une certaine fraîcheur. Et comme ça a été dit, voilà, c'est un profil rapide. C'est hyper important, hein, parce que c'est sûr qu'une défense Mukudi, Nadé et Mangala, c'est pas hyper rapide. Ouais. Donc, pour moi, il a fait ses preuves dans une défense à 3. Après, est-ce que ça serait aussi bien dans une défense à seulement 2 défenseurs centraux? Je sais pas. Mais voilà, comme l'a dit Eric, il a vraiment un potentiel et je pense que dans le futur, on pourra compter sur lui.
Dans tous les cas, laissons-lui un petit peu de temps, n'allons pas le cramer trop vite, et C'est on sûr. n'aura pas eu la réponse sur ses crampes qu'il a eu pour l'instant à chaque match. Un peu déçu de la part d'Eric, mais bon, on va faire avec. On a passé pas mal de temps sur la ligne défensive. On a encore un ou deux faits de match à débriefer, et puis aussi le reste de l'effectif. Rapidement sur le milieu de terrain, donc Camara et Gourna. Enfin, rapidement. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Les deux ont fait un bon match. Lequel vous avez envie de mettre le plus en avant? Pierre, vas-y. Bah, je dirais forcément Camara, parce que bon, on sait tous les problèmes extrasportifs qu'il a eu il y a 2 semaines maintenant. Et revenir comme ça et planter 2 buts, bah, c'est fort. C'est fort. Voilà, là, il a vraiment aidé son équipe. Même dans le jeu, je trouve qu'il a fait un bon match. Après, j'ai bien aimé aussi Gourna, qui clairement est maintenant un titulaire indiscutable et qui fait ses matchs. Ouais, qu'est-ce qui a changé pour le Gourna qu'on critiquait pas mal en début de saison et le Gourna là qui revient bien? Qu'est-ce qu'il a réussi à améliorer pour toi? Bah, peut-être déjà la confiance de son entraîneur, qui lui a fait confiance, qu'il a laissé sur le terrain. Et voilà, petit à petit, il monte en puissance. Voilà, il est titulaire indiscutable aux côtés de Camara, il fait son taf, donc il y a pas de raison qu'il sorte. Et personnellement, je suis vraiment satisfait de ses prestations. Et pour en revenir au match de Lorient, bah, Non, c'est sûr que c'était c'est non. sûr que c'était le seul au milieu et voilà, c'était le seul à faire le travail et il a coulé comme toute l'équipe au bout de 30 Ouais. minutes. Ouais. Mais fais gaffe hein, quand tu parles de choses comme ça, ça fait pas du bien, hein, tu sais. J'arrête. Et Keun, j'ai vérifié, c'est bien ça pour Bakayoko. Il a fait son premier match à domicile contre Lens, qu'on Ok, perd 2-1. Après, il joue au Parc OL et il joue ce week-end. Trois ok, matchs. très bien. Sur le milieu de terrain, Eric, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Pierre sur Gourna et Camara? Ouais, ouais, enfin, oui, oui, oui. Globalement, Camara, il a mis un doublé, c'est très bien parce que c'est un joueur qui est capable de marquer. Il l'avait pas fait depuis le début de saison, je crois. Ce qui est dommage, parce que il peut énormément apporter offensivement. Après, voilà, moi, je reste un peu mitigé sur son apport défensif. Il est très présent, mais il est encore loin d'être à son niveau. Même, enfin, défensivement et offensivement, il est encore loin d'être à son niveau de l'année dernière. Mais ça va revenir petit à petit, justement, avec la confiance comme ça, c'est très très bon signe. Et Et le attends, fait attends, que ça attends, je fonctionne aussi je te bien coupe, avec... excuse-moi. Tu dis il est loin d'être à son niveau Ouais. de l'année dernière. Est-ce que tu penses que son niveau de l'année dernière c'était de la surperformance ou ça devrait être son niveau normal et il va finir par le retrouver? Parce que pour moi, de la surperformance sur une saison complète, ça n'existe pas. Ok. Euh, Donc c'est son T'as un niveau et joueur il qui peut le peut... retrouver. Ouais, un joueur peut surperformer sur 2 3 4 matchs. Et après décliner un petit peu, et là tu te dis, bon, il était au-dessus de ses capacités, et c'est tant mieux pour lui. Sur une saison complète, ça m'étonnerait qu'un joueur puisse surperformer. En général, quand un joueur fait une bonne saison et que derrière il en fait une moins bonne, c'est parce que psychologiquement il a du mal à passer un cap. Mais ça veut Neymar, pas par dire que exemple. physiquement ou techniquement il est pas là. Euh, pour passer sur Gourna, parce que Camara, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à dire. Gourna, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se projette beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Et, on sait qu'il est capable de ça, parce que dans les équipes de jeunes, il le faisait beaucoup. De se projeter comme ça, que ce soit au centre, sur les côtés. Euh, et puis il a une aisance technique quand il le fait, c'est assez impressionnant, hein. Faut se rappeler qu'il a que 18 ans, il va prendre 19 ans C'est cette vrai. année. Et C'est fou. il joue comme s'il avait 10 ans de plus. Hmm. Donc c'est super impressionnant et moi je suis ravi de le voir prendre confiance en lui, de prendre confiance en son jeu. Surtout que enfin, défensivement, je l'ai trouvé vraiment impressionnant pour le coup ce week-end. Parce qu'il y a beaucoup de fois où il sent à l'avance le jeu et il laisse juste traîner un pied.
et il intercepte une passe, il fait un tacle, il récupère comme ça. Et ouais, vraiment, c'était facile pour lui. Et tu parles de sa projection, bah, il a été récompensé d'ailleurs, j'allais dire la semaine dernière, il y a 2 semaines contre Marseille, où il met un très joli but. Qu'est-ce qui ressort du chat sur notre milieu de terrain, Camara Gourna? Écoute, pour une fois, le chat me facilite le travail et n'est pas du tout partagé puisque c'est un plébiscite habituel pour Gourna, hein, où le petit prodige, on a bien peur qu'il ne reste pas longtemps dans les contrées vertes, et Camara qui revient en odeur de sainteté puisque dans le sondage, il a été jugé indispensable malgré tout. J'ai beaucoup aimé ta petite proposition Ivan Ki dans le sondage. On ne Parce parlera que plus de cette oui, personne ici. on rappelle qu'Ivan Neyou est un footballeur de l'AS Saint-Etienne sous contrat. Tout comme Hassan Diouf. Comme Hassan Diouf. Putain, il aura fait Trop 5 ans longtemps. Hassan Diouf, hein. On l'aura Ouais. eu 5 ans. Ok, très bien, ça c'était pour le milieu de terrain. Maintenant, on va parler de la ligne d'attaque un petit peu. Est-ce que sur les 3 joueurs, alors on va commencer par Eric, parce que je sais que Pierre a envie de parler d'un joueur en particulier. Est-ce que toi, t'as un joueur que t'aimerais ressortir sur cette ligne d'attaque? Euh, non, c'est un peu compliqué, surtout que Kazri il a été en dedans, mais il revenait de blessure, donc ça me paraît assez normal. Euh, Après, justement, on a eu la chance d'avoir un bon apport, que ce soit des milieux de terrain ou des milieux latéraux, et ça change la donne, forcément. Quand il n'y a pas seulement trois attaquants, mais que il y a trois quatre joueurs en plus qui se permettent de monter, ça offre d'autres solutions. Donc non, ce serait plus le système global et le fait que les milieux de terrain se soient donné l'opportunité de monter, que je trouverais très positif. Ok. Et toi, Pierre? Alors moi, au niveau des trois offensifs, donc pour commencer avec Boudbouz, je reste un peu sur ma faim là depuis quelques matchs. Je trouve que Il c'est perd un peu beaucoup de moins, ballons hein, depuis quelques matchs, hein. ouais, c'est un peu moins flamboyant que qu'il y a quelques semaines, voire Ouais. quelques mois. Bon après ça reste quand même correct, hein, c'est pas le bout de bouche d'il y a 1 ou 2 ans. J'ai trouvé Bouanga plutôt bon, mais voilà, On va en je vais reparler après développer de ça. Bonga, On va en effectivement. reparler. Et Kazri, ouais, un peu en dedans, mais ça reste quand même notre meilleur offensif, hein, donc bon, on peut difficilement s'en passer. Et voilà, j'espère qu'il va monter en puissance et que il fera le nécessaire à Bordeaux. Et puis vous m'avez tous les deux parlé en introduction de l'état d'esprit revanchard, de combativité, tout ça. Les 60 minutes qu'a fait Kazri sur le terrain, bah, il a beau être diminué physiquement, tu sens qu'il est dans l'équipe et qui tire un peu les autres derrière lui. Et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. J'aimerais qu'on revienne sur un fait de match. On en parlait vite fait avec Eric avant le début de l'émission. On va pas y passer des plombes, mais c'est juste. Est-ce que selon vous, quand il y a ceinturage du défenseur brestois sur Camara, je crois, dans la surface, il y a penalty. Parce que souvenez-vous, il y a 2 semaines, à Geoffroy Guichard, nous avons encaissé un penalty suite à une faute de Mangala qui ceinture un joueur marseillais dans la surface de réparation. Et j'ai eu l'impression, personnellement, devant ma télé, de revoir exactement la même action et il n'y a pourtant pas eu de penalty sifflé. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eric? Est-ce que dans les deux cas on siffle péno, dans les deux cas on siffle pas péno, ou est-ce que c'était des actions différentes et j'ai juste les yeux qui biglent? Non, 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 mais il y a une règle qui s'appelle l'anti-jeu, qui fait que ce soit dans la surface, en dehors de la surface, coup de pied arrêté, pas coup de pied arrêté ou quoi, tu ceintures un joueur, il y a faute. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas négociable. Sur un coup de pied arrêté, c'est d'autant plus surveillé normalement par les arbitres, parce que t'as une bonne quinzaine de joueurs qui se retrouvent tous regroupés au même endroit, et qui potentiellement peuvent tous marquer ou défendre. Normalement, ceinturer un joueur dans la surface, penalty. C'est pas négociable, il y a pas de ouais, mais si jamais le tel joueur ou quoi. Non, c'est ceinturer un joueur
dans la surface, c'est penalty. Donc je comprends pas d'une part comment l'arbitre a pu laisser jouer après ça, je comprends pas non plus d'autre part comment la VAR n'est pas revenue sur cette action. Pierre, t'es d'accord avec cette analyse? Toi Ah, aussi, pour toi, c'était j'ai- plutôt péno? Oui, j'ai rien d'autre à ajouter, hein, si ce n'est que si on siffle ça il y a 15 jours, moi ça m'avait pas choqué hein, que le ceinturage de c'était Mangala sur Kaleta Tsar, je crois, si je me trompe pas, ça m'avait pas choqué. Donc, mais si, il faut que les arbitres s'harmonisent. Si on siffle cette faute C'est ça. pour Marseille, on doit siffler la même pour nous ou même pour un autre club. C'est tout. Je suis totalement d'accord avec cette question d'harmonisation en fait. Moi, le fait que ce soit pas sifflé là samedi, ça m'a pas choqué de ouf. Mais dans ce cas-là, tu siffles pas celle contre Marseille non plus. Le chat partage mon coup de gueule ou pas? Oh, le chat est d'accord, c'est soit on siffle, soit on siffle pas, mais il faut que les règles soient harmonisées. Et Maître Loutre résume bien ça, il nous dit en dehors de la surface, l'arbitre siffle, mais si un mec est saturé. Mais dans la surface, ça dépend. Ce qui est embêtant, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu à la tête du client. Oui. Est-ce que, pour en revenir au match Saint-Étienne-Marseille, est-ce que si on est dans la surface de réparation marseillaise, si c'est l'inverse, si c'est Kaleta Tsar qui ceinture Mangala, je pense qu'on peut se poser la question de savoir si la VAR intervient 1 minute après et siffle un péno pour nous. Et tu l'as dans les deux sens, hein, si c'est Kazri qui se fait ceinturer ou si c'est Exactement, quelqu'un qui a Ouais. une bonne réputation, c'est pas la même chose. exactement. C'est sûr que il faut, on ne vire pas dans le complotisme, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà, les jeux d'influence sur un terrain, ils existent, il faut en être conscient. Et bon, ici, ça nous a joué un petit tour, mais heureusement, on gagne quand même ce match. Juste, dernier petit point sur l'arbitrage, rouge pour Pierre Gabriel sur sa faute par derrière ou jaune, c'est bien? Oh oui, oh oui. Oh, c'est ultra dangereux le geste qu'il fait, hein. Ouais. Honnêtement, Semelle en avant, là? ouais, semelle en avant au niveau du genou et tout, c'est indécent. Enfin, l'arbitre protège pas du tout les joueurs dans ces cas-là, hein, mais de toute manière, même si ça avait été un Stéphanois qui l'avait fait sur un autre joueur, Mais enfin, de sur un ouf. joueur adverse, c'est rouge quand même. Là, il peut lui briser le genou en faisant ça. Mm. C'est inadmissible. Pierre? D'accord, je sors le rouge, pas de discussion possible. Le chat? Pareil, tout pareil, y a pas à discuter. Allez, ben, Jaune orangé au minimum, rouge sinon. Pierre Gabriel, on t'aime bien, hein, t'as été formé chez nous, mais là, tu fais plus ça, d'accord? Allez. Et justement, il fait cette faute c'est sur Bonga, hein, je crois, hein, qui se relève d'ailleurs, derrière. Non, je sais plus. Je crois que Oui. Ou Nordin, non? Ah, ou Nordin. Bref, Ah, peu j'ai un importe. doute. Peu J'ai un importe. doute. Euh, Pour terminer cette partie débrief de match, les amis, on va faire un point de classement. Parce que mine de rien, le classement, il a évolué avec cette victoire. Et nous passons 17ème avec 30 points. Alors, Je bougez crois que pas, c'était bon, gars. j'affiche le classement. le Hop, chat nous dit Bouanga hein, pour l'info. Voilà. c'était bien Ok. Denis Manga, ok. Ok. On fait passer Clermont derrière nous. On passe 17ème, donc on est plus barragiste avec 30 points. Attention tout de même, puisque Clermont est à 29 points, donc juste derrière, et Bordeaux à 26 points, donc pas loin derrière non plus. Et on joue contre eux à l'extérieur mercredi. Est-ce que pour vous, ce classement ressemble à celui qu'on risque de voir en fin de saison ou on n'est clairement pas tiré d'affaire? Pierre, t'en penses quoi? Ah bah non, pour moi, on est clairement pas tiré d'affaire, hein. Je sais. Alors certes, on a un week-end hyper favorable au niveau des résultats, et notamment sur 2 matchs, la victoire de Lyon face à Bordeaux, et la bénédiction pour nous, c'est le match nul entre Metz et Clermont. Il nous permet de garder Metz à distance, à 6 points, et il nous permet de passer devant Clermont. Donc vraiment, ce match nul, pour moi, c'est une super affaire qu'on fait. Mais non, non, il y a rien de joué. Si on gagne à Bordeaux, là, je pense qu'on assure quasiment à minima la place de barragiste.
Mais tout autre résultat, un nul serait pas catastrophique, loin de là, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'après le match de Bordeaux, on a trois adversaires que sont Rennes, Monaco et Nice. Ouais. Donc pour moi, il faut absolument faire un résultat à Bordeaux. Si on perd à Bordeaux, après on a trois matchs hyper compliqués, donc non, on est loin d'être tiré d'affaire et pour moi on souffrira jusqu'au bout. Bah, tu parles de 3 matchs compliqués. Je vous ai mis un lien dans le chat avec un article de Peuple Vert où il y a un petit peu le résumé de qu'est-ce qui reste à jouer à quelle équipe. J'ai bien envie de dire 5 matchs difficiles derrière, parce que Reims et Nantes, ils affichent quand même un autre niveau que le nôtre cette saison. Après, l'avantage de jouer Reims l'avant-dernière journée, c'est qu'ils seront en vacances. Et Ouais. Nantes, j'ai bon espoir, alors on peut pas être sûr, mais j'ai bon espoir aussi qu'ils bon, ils joueront à la maison, donc peut-être qu'ils joueront le jeu, mais j'ai bon espoir qu'il n'y ait plus rien à jouer également. Eric, la question initiale, Euh, c'était ce classement-là. Est-ce que tu penses qu'il est représentatif de fin mai? Ouais, moi ça fait plusieurs mois, je leur souhaite pas, hein, mais ça fait plusieurs mois que je me dis que Metz et Bordeaux, ça va être très compliqué pour eux. Euh, et là, ça fait un moment qu'ils sont derrière, ensemble. Donc rien n'est joué encore, notamment pour Bordeaux qui a quand même un effectif d'une bonne qualité et qui pourrait faire beaucoup mieux. Après, comme l'a dit Pierre, ça dépendra surtout du résultat face à Bordeaux. Si on gagne face à Bordeaux, malheureusement, je pense qu'on va sceller leur avenir et que Metz, de toute manière, ne reviendra pas. Euh, il nous restera que le petit doute de la place de barragiste. Et ça, honnêtement, je mettrai pas une pièce sur le fait qu'on va y échapper. Parce que Ouais. ça tourne beaucoup avec Troyes, avec Clermont au niveau de la 18e place. Donc ça serait un peu dangereux pour nous. Après, ouais, au vu de la forme récente de Bordeaux, j'ai quand même bon espoir de me dire que si on est un minimum sérieux, on peut s'imposer là-bas et s'éviter la peur de les voir nous rattraper. On va en Mais reparler hein, de encore une Bordeaux fois, en fin d'émission quand on va parler du prochain match. Oui, pardon, tu voulais rajouter? non, je voulais juste dire, enfin, confirmer ce que disait Pierre en disant que derrière, on a un calendrier qui est très très complexe jusqu'à la fin de saison. Qu'est-ce qui se dit un petit peu dans le chat sur le point classement? Écoute, il se dit qu'on y verra sûrement plus clair mercredi soir, mais que dans tous les cas, ce qui fait vraiment peur, comme le dit Magic Power, c'est l'enchaînement Monaco-Nice-Rennes. Ouais. Ça peut être terrible. Si on prend 0 point, c'est. Enfin, moi, je ne vois gagner aucun de ces trois matchs. Peut-être prendre un point à Nice parce que ça sera 3 jours après la finale 4 jours, pardon, après la finale de la Coupe de France. Mais ouais, je sais pas où on va aller chercher des points sur ces matchs, hein. Ouais. Oui, bah ouais. Ouais, là, Victoire impérative mercredi, c'est tout. je sais pas C'est ça. trop non plus. On va passer au coup de grisou qui cette semaine nous est proposé par Pierre et ce coup de grisou concernera Denis Bouanga. Générique. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Alors, Denis Bouanga est, selon toi, mon cher Pierre, un joueur plutôt sous-estimé. C'est ça. Alors moi, aujourd'hui, en fait, je voulais faire un coup de grisou positif, car c'est pas souvent qu'on gagne, donc voilà, C'est clair. on va rester dans le positif. Je voulais parler du retour en forme d'un certain Bouanga. Donc Bouanga, c'est un joueur qui depuis 2 ans, il a beaucoup été critiqué. Donc j'entends parfois à juste titre, hein, c'est sûr. J'ai entendu plein de fois que c'était un joueur qui avait un QI foot proche du néant. J'ai écouté souvent qu'il était hyper maladroit et j'en passe. On peut lui reprocher aussi le fait de prendre des photos au Vélodrome avec des supporters marseillais. Bon, à titre personnel, ça me choque pas, mais voilà, on peut lui reprocher. Oui, ça, Mais ça, ce c'est le soir, sentiment de chacun. ouais, voilà. Mais ce soir, en fait, j'ai envie d'être son avocat.
Tout simplement, depuis qu'il est arrivé il y a 3 ans, c'est un joueur sur lequel on peut compter. Il est jamais blessé. Il est là tous les week-ends. Je crois qu'il avait juste une fracture du métatarse qu'il avait mis sur la touche pendant un mois, mais sinon il est jamais blessé. Et dans cet effectif, c'est pas si fréquent. Donc on peut vraiment compter sur lui. Donc ça c'est le premier point, joueur fiable au niveau physique. Le deuxième point, c'est au niveau de ses statistiques. Donc j'ai regardé sur Transfermarkt. En 101 matchs sous le maillot stéphanois, il a délivré 13 passes décisives et marqué 26 buts. Donc si on cumule tout ça, on va dire il est décisif une fois tous les 2 matchs et demi. Donc je trouve que c'est pas si mal pour un mec qu'on annonce maladroit. Donc j'entends, il fait pas toujours les bons choix, c'est clair. Mais il est toujours généreux dans ses efforts et c'est peut-être ce qui peut expliquer parfois un manque de lucidité devant la cage. Voilà, en plus j'aimerais signaler que depuis quelques matchs, il monte en puissance. J'ai vu passer la stat, je crois il a mis 4 buts et 4 passes décisives sur les derniers matchs. Enfin bref, il monte en puissance. Donc il a marqué contre Metz, il nous fait gagner le match. Ce week-end, il est double passeur décisif. Et contre l'OM et le PSG, bon, ça n'a pas servi à grand-chose, mais c'est lui qui ouvre la marque. C'est vrai. Voilà. Tout ça sans faire trop de bruit. Et pour moi, c'est pas un hasard qu'il attire l'attention de clubs étrangers du niveau de Francfort ou Mönchengladbach. Voilà, et je me pose une question, j'ai pas la réponse, peut-être dans le chat ils pourront me renseigner, mais c'est pas un numéro 9, c'est un ailier, Bouanga. Donc je me demande depuis quand on n'a pas eu un ailier avec d'aussi bonnes stats. Gradel peut-être, peut-être que j'en oublie, je sais pas si quelqu'un a la réponse. Donc vous l'aurez compris, pour moi, il est l'une des clés de notre maintien. Parce que on a des joueurs à côté de lui, tels que Kazri ou Bouanga, qui sont un petit peu plus fragiles, même ils ont peut-être un peu plus de talent. Mais voilà, je pense qu'on peut vraiment compter sur Denis Bouanga. Quand tu demandes, est-ce que quand c'est qu'on a eu un ailier avec d'aussi bonnes stats, est-ce que tu comptes le ratio minutes jouées efficacité ou est-ce que tu comptes juste tout match confondu, même ceux où ils étaient pas là parce que Amouma il est tellement blessé que Ouais, c'est ça. J'ai pensé à Amouma, mais j'adore Amouma quand il est sur le terrain. Mais voilà, le problème, c'est depuis novembre, Amouma, il a fait combien de matchs? Voilà, c'est ce que j'essayais d'expliquer. ouais. Bouanga, au moins, il a ses défauts, mais il est là et il fait les choses comme il peut. Qu'est-ce que t'en penses, Eric, de cet avis sur Bouanga? Est-ce que tu le trouves toi aussi monté en puissance et finalement assez sous-coté sur son passage à l'AS Saint-Étienne? Moi, je suis assez d'accord sur le fait que ces derniers temps, il monte en puissance parce que moi, il y a quelque chose auquel je fais très attention avec Denis Bonga, c'est son application et ses capacités techniques. Parce que son QI foot, voilà, enfin, on sait que quand il arrive dans les 25 mètres, en général, il lève pas la tête et ça va finir sur une frappe, qu'il soit dans le bon angle ou pas. Mais moi, ce qui m'agaçait beaucoup avec Denis Bouanga ces derniers temps, c'était le fait que, eh ben, il sache pas faire un contrôle déjà, et le fait que, comment dire, le fait que il y avait même quand il y avait, possibilité de faire autre chose, il partait au un contre 1. Euh, et c'est des situations où on a perdu beaucoup de ballons bêtement parce que bah, quand un joueur sait pas faire un contrôle et que la balle part à 3 mètres, forcément que l'adversaire est facilité dans sa récupération. Et que bah, quand t'as un joueur qui peut faire une passe en retrait pour essayer de mettre en place un schéma tactique, préfère partir en un contre un voire en 1 contre 2, bah forcément, surtout avec Denis Bouanga alors il a une vraie capacité de percussion, une vraie capacité de dribble, hein. Ça c'est indéniable. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup de déchets dans tout ça. Donc ça c'est quelque chose qui fait de moins en moins ces derniers temps. Et il s'applique de plus en plus dans ses contrôles. Donc sur ces derniers matchs, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Par contre,
depuis son arrivée. Je pense que globalement, il en faudra encore beaucoup pour qu'il me prouve que c'est un joueur qui mérite le respect. Parce que il a de vrais stats, ça c'est vrai par contre. Pas lui enlever, hein. Ses buts, il les a mis, ses passes D, il les a donnés. Mais pour autant, il y a beaucoup de situations où il fait des centres qui sont catastrophiques, par exemple. Ouais. Beaucoup de situations où ses tirs ne ressemblent à rien. Euh, voilà, il a 27 ans, 26, 27 ans, je crois. Euh, il est plus trop sur le début de sa carrière. Quand il est arrivé il y a 3 ans, c'était encore un joueur assez immature parce qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience en Ligue 1. Là, il commence à avoir beaucoup de bouteilles et j'espère qu'il va réussir à gommer tous ces petits défauts qui font de lui des fois un joueur insupportable pour juste laisser apparaître ces éclairs de génie qui nous font énormément de bien. Et son état d'esprit qui a toujours été bon, effectivement, Pierre le soulignait. Moi, j'ai beaucoup tapé sur Denis Bouanga en début de saison, où il m'agaçait particulièrement, mais c'est vrai qu'on peut pas lui enlever qu'il a toujours beaucoup couru, il a toujours fait les efforts et il est jamais blessé. Qu'est-ce qui ressort du chat sur Denis Bouanga? Est-ce qu'il est sous-coté, est-ce qu'il est sur-coté ou est-ce qu'il est juste coté? Normal, tout va bien, la vie est belle. Eh bien, en tout cas, il est sur le côté, de ce que j'ai Oui. compris de l'analyse, il joue ailier. Mais voilà, ce qui ressort du chat, voilà, c'est vraiment. Tu vas pas forcément avoir que des partisans là-dessus sur ce coup de Grisou, puisque Denis Bouanga a quand même, selon le chat, beaucoup de défauts qui n'effacent que très peu ses qualités. Allez, bon, on va tirer quelque peu le positif, où El Cato nous dit quand même qu'il est meilleur depuis le début de la saison où il était catastrophique. Et voilà, où on nous dit c'est notre meilleur attaquant en ce moment, mais c'est un joueur moyen selon moi, selon Pascal. Et j'ai vu aussi passer que là où il était le meilleur, c'était limite en piston, quoi. Ok. Et c'est vrai qu'au final, il a joué quand même pas mal de temps piston. Et malgré le fait qu'il ait joué pas mal de temps piston, il a quand même réussi à accumuler quelques stats. Donc c'est vrai que ça, c'est pas à lui retirer. Ok, bah, débat intéressant. On n'est pas tous d'accord, mais comme quoi, au final, c'est quand même un joueur. Si on le garde l'année prochaine, je pense qu'on est tous à peu près contents quand même. A priori, il va partir parce que il lui reste un an de contrat. Je pense qu'il a fait le tour de la question à Saint-Étienne et voilà, si Saint-Étienne il va pas prolonger, donc Saint-Étienne voudra peut-être en tirer un petit quelque chose. Donc je pense que d'un commun accord, je pense que cet été, s'il y a une offre, Ouais. il partira. Il y a Faxio qui arrive sur le chat et qui nous dit qu'il le trouve présent contre les grosses équipes. Surtout, c'est vrai qu'il a marqué contre Paris et contre Marseille, comme tu le disais, Pierre, même si ça n'a pas suffi, loin de là. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission où on va parler du prochain match qui va arriver très très vite. Mine de rien, ça va être contre Bordeaux. Ce sera mercredi. Petit jingle. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors, vous excuserez le petit visuel un peu ridicule que j'ai fait. Je l'ai fait, j'étais un peu à la bourre pour le dernier visuel. Donc voilà, donc Bordeaux contre Saint-Étienne, mercredi 20 avril, 19h. C'est moche, mais au moins vous avez l'info, c'est mercredi à 19h. On a déjà évoqué un petit peu ce match. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est victoire absolument obligatoire. Selon vous, Bordeaux, est-ce qu'ils sont plutôt sur la pente ascendante ou descendante? Évidemment, ils se sont pris une grosse droite contre Lyon ce week-end, mais nous, on peut aussi dire qu'on s'est pris une grosse droite contre Lorient le week-end dernier. Est-ce que vous le sentez bien ce match, au-delà du fait que, de toute manière, il faut le gagner? Qui veut commencer? Je C'est vous laisse un, choisir. c'est un match pour lequel on doit être sérieux et appliqué comme on devrait l'être depuis le début de saison, de toute manière, hein. Après, ce qu'on sait de Saint-Etienne, c'est qu'on est assez partisan du fait de gâcher des points, de les lâcher bêtement contre des concurrents directs, ce qui est assez dommage. Euh, mais là, Enfin, non, non, j'allais dire quelque chose, mais si c'était vrai, on n'aurait pas pris une branlée contre Lorient, donc j'allais dire que avec la fin de saison qui approche, j'ai bon espoir que les joueurs retroussent leurs manches et se disent que là, il y a de moins en moins de points à aller chercher et qu'il faut être très sérieux. On a pris une déculottée face à Lorient, donc je pense que c'est pas vraiment dans leur tête. Après, euh,
Bordeaux, ils ont quand même 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Non, je dis n'importe quoi. Une victoire contre Metz Euh, à domicile. ouais, une victoire, un match nul et 3 défaites. Ouais, Donc ils pas font tellement nul, mieux que ils nous. font nul à Lille et après à domicile ils battent Metz. Donc ouais, ils ont pris 4 points en 2 matchs avant Lyon. J'ai vu Voilà, c'est Kevin que tu as lancé un sondage, c'est pour pronostic ou Oui, bien sûr, bien Oui, sûr. ok. Vas-y, pardon, Eric. ils sont pas forcément dans une meilleure situation que nous. Pour autant, en regardant leur match, j'ai l'impression qu'il y a moins de volonté, qu'il y a moins de niaque, qu'il y a moins de Moins d'esprit de un révolte. esprit collectif. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai bon espoir que si ce match se joue à la bagarre et à la niaque, on l'emporte. Euh, Et on fera Après, regretter voilà, à Guy encore une Lavogui fois, d'avoir signé chez eux. exactement. Ça, je suis totalement d'accord. Mais non, ouais, j'espère que je prie tous les dieux qui existent que les joueurs seront sérieux avant et pendant le match et qui nous rapportent les 3 points parce que Ouais. la fin de saison va être vraiment, vraiment très, très dure. Alors justement, Pierre, moi j'ai une question à te poser. C'est bon, on est tous d'accord que il faut une victoire, c'est impératif. Mais est-ce que selon toi, on pourrait éventuellement se relever en cas de défaite en terre girondine? Ben, comme évoqué auparavant, une défaite, c'est très très dangereux parce que ils reviennent à un point de nous, Ouais. Bordeaux, sachant qu'en parallèle, il y a des matchs entre concurrents au maintien. Donc on va perdre si on perd à Bordeaux, on va perdre également des points face à d'autres concurrents. Et le problème, donc, c'est qu'on sera déjà à la limite de la zone rouge, peut-être même dedans. Et après, comme je le disais tout à l'heure, on a ces 3 matchs qui sont terribles pour moi. Voilà, donc pour moi, voilà, si on perd, c'est catastrophique. C'est Ouais. catastrophique. À minima, il faut le point du nul. On garderait nos distances avec Bordeaux. Après, c'est sûr que Bordeaux, ça va pas très vite. Donc un nul serait pas catastrophique. Mais voilà, il faut essayer de gagner le match. Surtout que Bordeaux, ils ont pas mal d'absents. Ils ont leurs 2 meilleurs buteurs qui sont pas là. Ellis qui est blessé et Wang, je crois le Coréen, qui est suspendu. Et Euh, Costil sera de retour, on sait ou pas? Parce que le match de Gaëtan Poussin, le gardien remplaçant, contre Lyon, là, Terrible. Non, je sais pas. Je sais il pas a du tout. souffert. Ouais, ouais. C'est, oui, S'il y a des si. gens, j'ai vu au tout début du live un supporter bordelais qui était dans le chat. Si jamais t'es toujours là, est-ce que tu sais si Costil sera de retour ou pas mercredi? Si t'es toujours là. Et si tu sais pas, bon bah tant pis. T'allais En dire même quoi, Eric? temps, Pardon? J'allais dire que ouais, le match de Poussin, c'était très compliqué, ça pourrait être un très bon avantage pour nous. Ouais. après, dans tous les cas, bah, Poussin, il sort d'un match terrible. Et vu la dernière de Costil au Matmut Atlantique, avec ses supporters, Ouais. ouais, dans tous les cas, je pense qu'ils ont aussi un problème de gardien. Oui, on rappelle, hein, pour ceux qui suivraient pas forcément de près Bordeaux, Costil a eu a des problèmes, on va dire, extra-sportifs pour résumer très rapidement avec les supporters, notamment où il y a des accusations de part et d'autre, d'un côté de diffamation, d'autre de racisme. Donc voilà, c'est pas une situation qui est facile à gérer du côté bordelais. On pense à eux évidemment, parce que c'est un club qu'on aime bien, même si on espère qu'ils termineront derrière nous. J'ai vu que tu avais demandé des pronostics à notre magnifique chat, Kevin. Qu'est-ce qui ressort? Eh bien, écoute, déjà, le chat est extrêmement optimiste puisque 77% des votants ont dit qu'on allait s'imposer en terre girondine, 19% pour le match nul et seulement 4% pour la défaite. Dans l'ordre, pour les plus optimistes, on a Razor qui nous dit 0-2, Faxio qui nous dit 1-2, Mathieu Friave qui nous dit 1-2, Anna qui nous dit 0-3, Céline 2-0 pour la SS, Vert 85-77 3-1 pour Saint-Etienne. Et on continue comme ça, El Cato 2-0 pour nous, tout le monde. Et surtout Mathieu Frias qui nous dit 1-2 seulement si Colo ne joue pas. Oui, alors je vois beaucoup de clean sheet annoncés.
Honnêtement, moi, j'aime beaucoup Saint-Etienne, hein, Mais le chat est optimiste. je nous vois bien marquer, je nous vois pas ne pas prendre de but. Eric, Pierre, un petit pronostic. Vous aussi, vous arrivez à avoir un clean sheet Alors Ouais, moi, j'ai du j'aimerais mal bien à. voir un. Vas-y, Pierre. Eric. Euh, J'aimerais bien voir un 3-0 parce que ça me rappellerait la fin de saison dernière où pour une raison qu'on ne s'explique pas, les joueurs se sont tous réveillés et ont commencé à allumer le rouleau compresseur. Et j'aimerais que ça se reproduise cette année. Bon, bien sûr, c'est un peu une utopie, hein, mais Ouais. si on pouvait écraser Bordeaux, ça ferait le plein de confiance. Et c'est possible, hein, c'est possible, parce que Bordeaux, c'est très très friable, limite plus que nous. Donc ouais, ça nous permettrait de faire le plein de confiance et peut-être de rouler sur nos prochains adversaires. Allez, petit prono. Ah ben 3-0, pardon. Oh là là. Ouais, Je, trois je, zéro. Ouais. je l'avais écarté, je croyais que tu parlais juste du match de la saison dernière. Pierre, de ton côté, un petit prono. J'aimerais partager votre optimisme, mais Bordeaux est très très malade, mais on est aussi très malade, hein. Ouais, Alors c'est sûr qu'on gagne ce week-end, hein, c'est ce qui est très bien, mais il faut pas oublier que le match d'avant, on perd 6-2 à Lorient lamentablement. c'est vrai. Donc pour Il y a moi, on Fausse est Patte dans toujours le chat qui malade. dit contre Lorient, on était hyper optimiste aussi, ouais. Ben ouais, et en plus de ça, il va falloir qu'on change la défense parce que Mangala est suspendu. Est-ce que Bakayoko va pouvoir enchaîner? Est-ce que Silva va pouvoir enchaîner? Saïdousso, peut-être. Je Il a sais pas l'air pas. d'être dans les petits papiers de Duprat, hein. Non, Non, effectivement. Donc mais moi, c'est surtout qu'il est je- blessé. Ah, il est Et blessé? Ah merde. il est de retour de blessure. Ouais, ouais, il revient tout doucement, comme Masson, mais je suis pas sûr qu'il soit disponible. Ok. non, je pense pas non plus. Et Kazri, vous le voyez faire 90 minutes ou encore trop juste? 75 peut-être. Il a fait 60 minutes samedi, donc je pense qu'il jouera un peu plus, mais peut-être. Moi, je dirais 75 minutes. Ok. C'est ça, Euh, 70. Kevin, tu t'es pas mouillé un petit prono? Oh, un petit 2-1 synthé. Un petit 2-1 synthé. Allez, moi je vais dire, moi je ne nous vois pas prendre de but, donc on va dire un 3-2 Saint-Etienne. Voilà, C'est bon. allez. Sur ce, messieurs, dames, merci Eric, merci Pierre d'avoir été avec nous ce soir, merci Kevin également, et puis bien sûr merci à vous dans le chat qui avez été avec nous, qui avez participé à cette émission. Merci également à vous qui nous écoutez en podcast ou sur la radio des Verts d'Active Radio. On se dit à la semaine prochaine où on aura 2 matchs à débriefer. Ce sera Kevin à l'animation et moi au chat, on inverse les rôles la semaine prochaine. On aura le match contre Bordeaux à débriefer et le match contre... C'est Nice, celui d'après, hein, c'est ça? Non, c'est Monaco. C'est Monaco, la réception de Monaco. Merci tout le monde. On se dit à la semaine prochaine. Et bonne soirée. Ciao. À bientôt. Salut! Bonne soirée à tous.